Bienvenue à cette édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20, télévision communautaire autonome associée à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Encore cette semaine, on a des nouvelles pour vous qui proviennent de partout au Québec. Au sommaire, les motoneigistes de Montmagny-Lillet sont pris en otage par l'industrie forestière. À Baie-Saint-Paul, 9 mois après l'inondation, des sinistrés témoignent des difficultés rencontrées pour rénover leur maison ou encore obtenir un permis de démolition. À Percé, la dernière séance du conseil municipal a permis une franche discussion sur la civilité et le respect lors des périodes de questions avec les citoyens. À Sainte-Anne-de-la-Pérade, la 86e saison de la pêche au Poulamont tire à sa fin. Dans la Naudière, 3 entreprises unissent leurs forces pour mettre en marché des charcuteries de porc de grande qualité issues d'une vision écologique. Les étudiants de l'école secondaire de Soulanges s'initient à l'intelligence artificielle. À Plessisville, une initiative originale pour valoriser le français auprès des jeunes. Félix Audette, un jeune joueur de soccer de Bonaventure, réalise un rêve en participant à un camp organisé par le Real Madrid. Mais pour commencer cette émission, rendons-nous d'abord à Pessamit, où le conseil de bande de la nation Innu a signé une entente cadre historique avec Hydro-Québec et le gouvernement du Québec. Un reportage de Joanny Godreau de la Télévision du Littoral. Ça fait plusieurs années qu'il n'y avait plus de négociations, qu'il y avait des conflits, des chicanes qui étaient là depuis plusieurs années. Et je veux dire merci à tout le conseil de bande de dire on a tous un devoir de travailler ensemble et on le fait d'une façon novatrice parce que non seulement cette entente cadre est entre le gouvernement du Québec et la nation Innu de Pessamit, mais aussi avec Hydro-Québec. En conférence de presse le 15 février au Centre communautaire de Pessamit, M. Legault a soutenu vouloir développer des partenariats financiers avec la nation Innu. Selon lui, le montant de 45 millions faisant partie de l'entente n'a rien à voir avec le passé. Pour le premier ministre, il s'agit d'un début à de futurs partenariats financiers qui bénéficieront au gouvernement et à la Première Nation. De son côté, la chef de Pessamit, Marielle Vachon, témoigne que les négociations ont été un travail ardu. Lorsqu'on s'est assis pour la démarche du 45 millions, ça a été très ardu pour les collègues qui sont ici, qui ont travaillé. Il y a nos aviseurs juridiques qui participaient beaucoup. Je pense que le travail a été très, très ardu. Je crois qu'ils ont mis beaucoup d'heures dans le travail. Ils n'ont pas donné juste quelques heures. C'est quand même des travaux de fin de semaine qu'ils ont fait. Même, je crois qu'à Noël, ils travaillent encore. Et je les remercie aussi particulièrement. Je crois qu'on se doit d'être fiers d'être Innu. On a les compétences pour pouvoir négocier avec les gouvernements et nous faire entendre, comme je disais, nous faire entendre et nous faire écouter ou nous écouter ou nous faire entendre. Pour le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, l'entente qui vient d'être signée est un pas dans la bonne direction. Lors de ma première visite à Pessamit, quand j'ai rencontré Chef Vachon et plusieurs membres du conseil de bande, vous m'avez offert des mocassins. Et selon moi, c'était un symbole significatif, celui du potentiel de bâtir une relation plus forte, un pas à la fois, si nous marchons ensemble. Aujourd'hui, selon moi, nous prenons un pas ensemble, un grand pas. Un pas vers le type de partenariat, et le mot est tellement important, le type de partenariat que nous voulons bâtir avec toutes les communautés autochtones à travers le Québec.
Ce dernier ne nie pas les enjeux qui viennent du passé, mais pense à l'avenir. Il affirme d'ailleurs que cet accord permet de commencer les discussions sur des éoliennes et d'autres projets qui seront les meilleurs pour la communauté. Selon M. Sabia, on entre dans une nouvelle ère entre Pessamit et Hydro-Québec. Cet entente-cadre qui s'est négocié sans la consultation des membres de la communauté Innu a suscité des inquiétudes. Un résident, Jérôme Charles Saint-Onge, a d'ailleurs levé le ton en montant des barricades jeudi matin afin de bloquer les 2 entrées de Pessamit aux personnes non autochtones. Les policiers sont finalement intervenus avant l'arrivée du premier ministre. La chef Marielle Vachon aurait aimé consulter ses membres avant la cérémonie de l'entente-cadre, mais elle dit que c'était impossible pour des raisons de confidentialité. François Legault a quant à lui rappelé qu'il ne s'agit qu'une entente-cadre. Les négociations ne sont pas terminées. Une séance d'information s'est tenue à 17 h pour répondre aux questions des membres de la communauté Innu. Je vais maintenant rejoindre Marie-Ève Lamonde de CEMA TV, parce que dans la région de Montmagny-Lillet, les motoneigistes sont pris en otage par l'industrie forestière et on veut en savoir plus long. Alors, Marie-Ève Lamonde, bonjour. Bonjour Martin. Effectivement, vendredi dernier, j'ai reçu un appel de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec pour nous informer que tous les droits de passage dans Montmagny-Lillet ont été retirés. La décision a été prise par l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches et M. Bruno Aubé, qui est administrateur pour la région de Chaudière-Appalaches de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, précisait que c'est important que les motoneigistes ne circulent pas sur les sentiers qui sont présentement fermés parce que des amendes pourraient être émises, bien sûr. Puis on pourrait perdre des droits de passage éventuellement pour les années à venir. Marie-Ève, comment se fait-il que les pistes sont maintenant fermées? Bien, c'est très, très simple, puis en même temps, c'est compliqué. Je vous explique. Oui. Donc, le syndicat des producteurs de bois de la Côte-Sud a lancé un appel à l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches pour tenter de résoudre le problème, d'ailleurs, de la fermeture des sentiers. Il faut savoir que les droits de passage, c'est très, très fragile. On peut les retirer. C'est un privilège qui est donné par les propriétaires des terres pour que les motoneigistes, les quadistes et les autres sportifs du genre puissent avoir accès. On peut retirer ça n'importe quand. Donc, c'est à renouveler à chaque année, ces autorisations-là. On doit les renouveler à chaque année. Absolument. Donc, c'est une négociation qui se fait, entre autres, avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Mais là, le conflit vient que le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud ils ont publié un communiqué en fin de semaine, un communiqué de presse, pour dénoncer la décision de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches qui prennent en otage la population de la Côte-du-Sud en exposant les producteurs de bois à de potentielles poursuites civiles. Et c'est dans le but de tenter d'influencer une décision du tribunal. Je t'explique, Martin. Oui, c'est un peu compliqué, oui. Les propriétaires de boisés privés des Appalaches précisent ne pas avoir de conflit avec personne dans le dossier. Par contre, ils sont en désaccord avec un projet de mise en marché sur le bois de sciage de déroulage qui a été déposé par le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud. Donc, l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches a décidé de fermer les sentiers de motoneige justement parce que le syndicat n'a pas voulu négocier avec eux. Donc, le conflit vient de là et c'est pour ça que les motoneigistes sont un peu pris en otage. Mais on s'avouera, Martin, que présentement, il n'y a pas de neige. Donc, déjà, la saison de motoneige était pas très, très belle, là, disons, pour les amateurs, malheureusement. Non, c'est comme ça partout au Québec. Fait que l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches dit que le syndicat veut tout contrôler. Il veut contrôler avec qui se vend le bois, qui va le transporter, tout. Et ce ne sera plus les propriétaires, donc, qui vont prendre ces décisions-là, mais simplement le syndicat. Donc, selon Rénald Nadeau, qui est de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, ça fait 2 ans que le côté exclusif est en négociation. Et c'est de là que découle tout ce conflit-là. Donc, ça fait environ 2 ans dans cette situation-là. Donc, le syndicat a rappelé que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a tenu des audiences publiques ayant pour but d'autoriser de refuser la mise en place de cette agence de vente-là. C'était les 7 et 8 novembre dernier. Et il y a 3 régisseurs qui ont été entendus. Il y a eu des représentations, mais l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches ont dit « Nous, on ne nous a pas écoutés, on veut vraiment pas de ça. » Donc, on nous dit que la fermeture des sentiers de motoneige va se poursuivre tant et aussi longtemps que le problème sur l'exclusivité ne sera pas réglé. En résumé, les propriétaires de forêts privées
ne veulent pas d'un monopole au niveau de l'industrie qui serait, selon eux, géré par le syndicat des producteurs. C'est bien ça? C'est pas tout à fait au niveau de l'industrie parce qu'il y a quand même 3000 propriétaires de boisés privés qui font partie du syndicat. C'est beaucoup. Seulement, lors des votes au sein du syndicat, ils ont eu l'impression de ne pas être entendus et là, ils ont l'impression de se faire voler un peu leurs terres. Ils veulent prendre leurs propres décisions. Et comment se sentent les motoneigistes de devenir un peu l'objet des moyens de pression qui sont en cours? Quelles sont les réactions? Même si la saison de motoneige n'est pas particulièrement bonne cette année, mais vous avez quoi comme réaction de se faire prendre en otage comme ça dans un conflit qui, au préalable, ne les regarde pas là, comme tel? Je t'avouerais, Martin, que je n'ai pas parlé à des motoneigistes parce qu'ils sont bien durs à trouver ces temps-ci parce que, justement, il n'y a pas de neige. C'est pas drôle, mais quand même. Mais c'est une situation assez particulière. Pensez-vous que ça va se régler dans le courant des prochaines semaines ou déjà il faut penser à la saison prochaine pour voir comment les choses vont se placer? Évidemment, on se croise les doigts. On n'a pas d'informations à ce niveau-là. On espère que la saison de motoneige pourra reprendre son envol. Sinon, bien sûr, il y a de longs détours à faire là, pour pouvoir passer. Parce que on parle d'un avis qui concerne certaines portions seulement. Oui. Donc, les sentiers 5, 55, 547, 551 et 557 qui sont dans le secteur de Montmagny-Lillet seulement. Donc, c'est vraiment le secteur où il va falloir faire un grand détour ou trouver des solutions parce que pour le moment, ailleurs au Québec, il n'y a pas de problème. Alors, on va espérer deux choses. D'abord, que les partis se parlent et ensuite que Mère Nature vous aide justement à ce qu'on puisse utiliser les sentiers. Marie-Ève Lamonde, merci beaucoup et au plaisir. Des sinistrés des inondations du 1er mai dernier à Baie-Saint-Paul ont participé au dernier conseil de ville de leur municipalité. Ils ont témoigné des difficultés qu'ils rencontrent avec la sécurité publique pour obtenir des fonds pour rénover leur maison ou encore des difficultés rencontrées dans l'obtention d'un permis de démolition. Un reportage de Lydia Duchesne de TVCO. Cela fait maintenant plus de 9 mois que les sinistrés de la rue Saint-Joseph sont plongés dans les dédales administratifs et émotifs de l'indemnisation. Immuniser ou démolir, là est la question. Tant de règlements, tant de lois examinées, tant de règlements lus, tant de rencontres avec les différentes instances du ministère de la Sécurité publique, tant de rencontres avec les fonctionnaires de la ville, tant de rencontres avec les élus, tant de pages et de pages écrites et déposées à la ville pour essayer de me faire comprendre. Bien que chaque cas soit différent, en ce qui concerne le gîte Le Clocheton, la haute valeur patrimoniale du bâtiment impliquait l'évaluation de tous les scénarios possibles avant d'accorder le permis de démolition demandé. Vous vous souvenez, ceux et celles qui ont suivi le dossier depuis le début, il y avait eu refus d'émettre le permis de démolition. On avait demandé quand même des documents supplémentaires. Il y a eu des analyses qui ont été faites. Il y a eu un carnet de santé. Il y a eu une architecte qui est venue sur les lieux. Je crois qu'on s'est donné quand même différentes possibilités. On a essayé plein de choses. Aussi, de la part des propriétaires, il y a eu une mise en vente qui s'est effectuée là, à l'aube du temps des fêtes. Il y a eu plusieurs choses qui ont été essayées. Et on en vient à la conclusion que tout a été essayé. Pour Mme Robin, propriétaire du gîte Le Clocheton, devenu l'emblème de la question, il était évident depuis le début que la démolition était la seule avenue raisonnable. Enfin, les élus de la ville ont réfléchi, ils ont lu, ils ont écouté et ils ont pris, je pense, la seule décision sensée en fonction des coûts énormes pour immuniser et restaurer cette belle maison de la rue Saint-Joseph. En ce lundi 12 février 2024, l'annonce est faite. Les coûts d'immunisation et de remise en état estimés à plus d'1 million de dollars, la municipalité donne son accord pour la démolition du 50 rue Saint-Joseph. Donc ce soir, on vient permettre la démolition, mais la démolition ne s'effectuera pas demain matin. Là. Il y a encore des délais et on a quand même bon espoir là, d'arriver là, avec un certain règlement qui pourrait arriver avec un acheteur potentiel. Mais comme je vous le dis, ce qui est à retenir, c'est qu'on a essayé bien des scénarios et là, s'il arrive un autre scénario, bien, on sera bien heureux, tout le monde aussi, de voir la résidence là, préservée. Un délai de 90 jours est encore à prévoir, le temps que la MRC donne aussi son aval. D'ici là, l'achat du clocheton est encore possible.
je pense que plusieurs personnes qui aimaient le patrimoine et qui se sont vivement opposées à sa démolition devraient se regrouper pour l'acheter et la rénover. En parallèle à cette histoire, d'autres résidents du quartier ont pour leur part mis leur énergie dans l'immunisation. On se fait un peu donner la conviction qu'on s'en allait dans le bon sens en essayant de sauver notre maison, en l'élevant, en bougeant du trottoir et puis en faisant la job. On a signé ensuite avec la sécurité publique en disant que oui, on s'engage à surélever notre maison et puis si advenant d'autres inondations, on n'aurait plus jamais de soutien de la sécurité publique. Moi, c'est correct, je ne vais plus jamais dealer avec eux autres cette année, pas de problème. La procédure qui semblait au départ raisonnable se transforme peu à peu en cadeau empoisonné, selon Yves Giroux, qui est parmi les premiers propriétaires de la rue à entreprendre les travaux. Bien, au départ, on pense que tout est couvert à 90 %. Sauf que plus on avance, plus on se rend compte que c'est pas vrai. Et puis qu'on ne sait pas, on est dans le flou. Puis nous, on a soulevé la maison, ensuite on a fait faire l'intérieur, tu soulèves la maison, tu enlèves ton plancher, les murs, il faut qu'ils partent avec. Toutes des choses que, dans le constat de dommages du départ, c'était pas pensé. C'était pas... OK, la salle de bain s'en va au grand complet parce que quand tu enlèves le plancher, tu enlèves le mur, mais tout est parti, la céramique se défait, puis fait que tu enlèves tout. T'sais. Mais refaire tout ça, c'était pas estimé dans le constat de dommages du départ. Ces coûts additionnels reliés à l'effort de préservation des maisons n'étant pas considérés par les programmes d'indemnisation, Yves Giroux remet en question la réelle valeur du soutien offert et souligne l'épuisement et le stress financier qui les poursuit depuis le 1er mai 2023. Je viens ici vous parler parce que on se sent un peu abandonné. Tout le monde, on a le même combat chacun de notre côté. Nous, on a été les premiers à le faire, l'élévation de la maison. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'autres de mes voisins qui y pensent, mais beaucoup d'entre eux, c'est des retraités. Est-ce qu'ils ont la capacité d'emprunt peut-être, il y en a d'autres, oui, OK, leur maison est peut-être payée, mais c'est une autre affaire, tu sais. Puis est-ce que tu as l'énergie de te battre avec la sécurité publique pour toutes les billes de 500$? Parce que c'est ça qui se passe. M. Giroux demande à la municipalité de maintenir son soutien et l'encadrement des procédures d'indemnisation avec les différents ministères tout au long de la démarche d'immunisation. Sans quoi, selon lui, plusieurs propriétaires pourraient se décourager et opter pour la démolition. Ce que je peux vous dire, M. Giroux, on va vous accompagner ainsi que les autres résidents de la rue Saint-Joseph du mieux qu'on le peut. Et encore demain matin, on va travailler justement pour essayer de faire pression sur le ministère de la Sécurité publique pour bonifier l'aide financière dans les cas auxquels vous avez fait référence. Ajoutons qu'une aide financière supplémentaire de 750 000 $, soit 75 000 $ par maison, vient d'être annoncée par le ministère de la Culture et des Communications. Thierry Haroun de la télévision du Rocher-Percé dresse un bilan de la dernière rencontre du conseil municipal de Percé le 6 février dernier. Il a été notamment question de civilité et de respect lors de la période de questions des citoyens. La dernière séance municipale à Percé a été, entre autres, l'occasion tant pour la mairesse Cathy Poirier que pour les citoyens présents de remettre les pendules à l'heure face au manque de bienséance lors de la période des questions depuis quelque temps. Si d'entrée de jeu, la mairesse a tenu à féliciter les organisateurs de la 15e édition de la journée de la marmotte à Val d'Espoir, de même que les commerçants de Percé qui demeurent ouverts ces temps-ci, ce qui, selon elle, rend la vie plus agréable dans le village, elle a tenu à rappeler que le décorum, le calme et la civilité doivent être de mise, histoire d'assurer la bonne marche de la séance. À cela, un citoyen, lors de la période des questions, a repris la balle au bond en critiquant la mairesse quant à ses propres agissements, un échange qui a mené à une certaine concorde entre les deux. Enfin, un commerçant a à son tour tenu à remettre les pendules à l'heure en critiquant le comportement de certains citoyens, en saluant l'idée de la redevance touristique, prenant ainsi le contre-pied des commentaires émis lors des séances précédentes, et en vantant le travail des conseillers municipaux qui, pour un en particulier, a été pour le moins écorché. Voici mon reportage.
Je voudrais féliciter, le 2 février dernier, il y avait une activité sur le territoire de Percé, donc notre Fred de la Marmotte nationale qui était à Val d'Espoir vendredi matin. Donc je tiens à féliciter évidemment les bénévoles, les organisateurs de l'événement. C'est toujours agréable de voir les gens, d'être disponibles sur place. Il y avait une belle participation. Et pour la première fois, il ne faisait pas trop froid cette année. Donc on est très contents. Puis je tiens à féliciter les gens pour ce moment. Tant qu'être dans les félicitations, je tiens aussi à féliciter les commerces de Percé qui sont ouverts cet hiver. J'en ai pas parlé depuis les derniers mois, mais dans les dernières fins de semaine, je suis venue marcher à Percé le dimanche après-midi pour constater qu'il y a des voitures de stationnées partout, il y a des gens qui marchent sur la promenade, il y a des gens qui marchent sur le quai, il y a des gens au pavillon des Grandes Marées, au parc des Loups-Marins, il y a des gens qui sont dans les commerces, je ne vais pas les nommer, mais les commerces qui sont ouverts. Donc, encore une fois, j'ai trouvé ça les dernières fins de semaine super agréable de constater cette bel achalandage-là. C'était beau, c'est agréable de voir ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de gens circuler comme ça en plein fin janvier, mois de février. C'est un petit salut que j'ai envie de faire pour dire bravo à ces belles initiatives. En dernier lieu, j'ai envie de revenir un peu sur la séance du mois de janvier dernier, pas du mois de juin, pardon, du mois de janvier dernier, où on a senti beaucoup d'envolées dans la salle. C'est des moments pour venir exprimer nos pensées, c'est tout à fait légitime, mais ce que je vais demander ce soir, c'est un peu de décorum. Hein? Je demande un peu plus de civilité, s'il vous plaît. On laisse les gens parler. J'aimerais bien qu'on me laisse répondre quand il y a des questions qui me sont adressées. Et on va laisser le temps aux gens de parler, ça va de soi, mais s'il vous plaît, on reste calme. C'est plus agréable pour tout le monde. Pas l'intention de faire des spectacles dans l'ampleur du Québec à tous les mois. Je pense qu'on peut se parler de façon civilisée. Autre information par rapport à la séance à la période de questions, s'il vous plaît, pour décorum, c'est pas moi qui choisis les règles. Le décorum, c'est de s'adresser à la présidente de l'Assemblée. Si vous avez des questions à poser, vous les adressez à moi et je redirigerai vers les personnes en mesure de répondre, si c'est Mme Hubert, si c'est des membres du conseil, si c'est la direction générale. Je vais laisser la parole, il n'y a aucun problème. Une question de décorum et de civilité, s'il vous plaît. On respecte ça pour le bien-être de tous. Je vais revenir sur ce que vous disiez, Mme la mairesse, au sujet de la réunion du mois passé. Comme vous pouvez voir, tout le monde pense que c'est ceux qui sont au micro qui parlent trop fort ou quoi que ce soit. Mais vous venez de voir, même là, le premier qui est passé, arrêtez donc de couper la parole, puis laissez donc le monde parler. Ça a été ça tout le mois, la dernière réunion. C'est un endroit pour poser des questions. Vous venez ici pour me poser des questions, poser des questions à des gens qui sont ici. Si vous posez des questions et que vous ne laissez pas le temps de répondre, c'est pas l'endroit à être. C'est pas un micro pour venir faire une exposition, là. C'est un micro pour venir poser des questions. Si vous ne permettez pas de répondre, et vous enfilez une deuxième question, une troisième question, c'est normal qu'à un moment donné, je vais vous dire stop. Laissez-moi répondre à votre première question. Je vais vous relaisser la parole. Puis je vais vous demander de poser une deuxième question. Je vais répondre à votre deuxième question. Il faut me laisser le temps de répondre. C'est un endroit pour poser des questions. Oui, mais laisser le monde aussi, c'est le temps de finir leurs questions avant d'enchaîner et toujours embarquer. J'en prends bonne note, M. Méthode. Puis vous pouvez prendre note aussi que nous autres, quand on a parti la dernière réunion, on n'a pas pitché notre micro sur la table. Regardez bien la réunion, ce que vous avez fait, c'est ça. Bon. J'en prends bonne note, M. Méthode. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, je me présente, Jean-François Nellet, je suis copropriétaire de la microbrasserie Pit-Caribou, ancien conseiller municipal, et je conseillerais fortement certains citoyens à se présenter pour savoir c'est quoi le rôle d'un conseiller, ainsi que d'un maire. Un conseiller, c'est pas seulement 2 réunions par mois, c'est des réunions plusieurs fois par semaine. Quand vous faites le budget, c'est jusqu'à 5 à 6 fois par semaine. Donc, si la personne ne se présente pas 1 fois par mois, ça peut arriver, comme dans n'importe quel travail, comme n'importe quel entrepreneur et des employés. Une autre chose que je trouve un peu spéciale, excuse-moi, je vais faire mes commentaires, je vais poser des questions par la suite. J'ai laissé beaucoup de temps ce soir pour les commentaires, alors vous j'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça, mais je trouve ça le fun. Tu sais, on a eu la chance de pouvoir faire une redevance touristique à Percé. Au lieu d'avoir des gens qui ont dû travailler en équipe,
on a des gens qui ont été contre la mairie, contre la mairesse, on s'est attaqué à la mairesse. Sincèrement, moi, je trouve ça déplorable. Percé, on a 500 000 personnes qui viennent par année. Qu'est-ce que t'as donné à la redevance, toi? Hein? Qu'est-ce que t'as donné à la redevance? Donne-moi 2 secondes, le temps de finir, je vais tout te donner le montant, si tu veux. Ouais. Puis on peut télécharger. Les redevances, là, la redevance aussi qu'en tant que telle, est-ce qu'elle est louable? La réponse, c'est oui. Est-ce que le modèle qui était proposé est améliorable? La réponse, c'est oui aussi. Par contre, c'est qui a levé la main, qui s'est assis et qui a décidé on va travailler ensemble? C'est qui a voulu travailler, donner un coup de main à la mairie? Oh. Non, regarde. As-tu écouté toutes les réunions? Écoute-moi, toutes les réunions? Regarde, ça choque. As-tu vu? Vous asseoir, s'il vous plaît. Vous avez Viens ici, c'est la première fois que je te pose. Regarde, écoute, moi ce que je dis, il y a une solution. Si on a mesure de trouver une raison, des raisons c'est facile. On a une possibilité, il y a des villes comme la ville de Mont-Tremblant qui utilisent la redevance touristique. Y a-tu bien des citoyens qui se plaignent de ça? Y a-tu bien des touristes à Mont-Tremblant qui ont arrêté de faire du ski? C'est pas de mes budgets. Oui, mais écoutez. Oh, monsieur Mont-Tremblant, on va faire pas ça à Percé. Monsieur Passant, vous avez respecté quand vous êtes... Oui, mais là, un éléphant contre un chat. Faut se donner une chance un peu à Percé. On a 500 000 touristes. Est-ce que c'est aux 3 200 citoyens qui payent des taxes municipales de payer pour les 500 000 touristes? Est-ce que les touristes peuvent contribuer? À partir de cette prémisse-là, est-ce qu'on peut travailler et bâtir là-dessus? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on a du travail de part et d'autre? Je pense pas. OK? Une chose. Deuxième chose, on veut faire du développement à Percé. Pourquoi? Parce qu'on veut chercher des revenus. Des revenus, on a les taxes municipales, on a les taxes des entreprises, on a des subventions quand on fait des projets, par exemple le développement du Piémont. Le montant qu'on va avoir en octroi pour pouvoir développer la rue, c'est combien? 650 000, grosso modo. Est-ce qu'on peut se passer de ça puis aller en règlement d'emprunt qu'on vient d'arriver en 2016? Est-ce qu'on peut vraiment s'en aller sous une autre fois? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'en faisant venir des commerces, en attirant des gens, on fait chercher des revenus, on devient attractif. Le problème qu'on a Percé aussi, c'est d'attirer des familles. On a des familles qui ont besoin de venir créer des emplois. Nous, dans notre emploi chez Pete Caribou, on a créé plusieurs emplois. Il y a beaucoup de jeunes familles qui sont venues chez nous. C'est des victoires qui arrivent à la ville de Percé. Donc, si on revient, ce que je trouve ça plate, moi de mon côté, puis j'aimerais, auprès des citoyens, moi, je serais prêt à m'asseoir n'importe quand avec n'importe quelle entreprise, n'importe quel entrepreneur qui est capable de faire un pas en avant et se dire, écoutez, là, la redevance, on est capable de la faire. On va la bâtir conjointement, puis on va arrêter de se tirer des boulets de bord et d'autre. Moi, ce que je vois, ça me donne-tu réellement le goût de venir à une réunion municipale comme avec le ton qu'il y a là en ce moment? Premièrement, on a juste des gens qui viennent critiquer, on n'apporte pas de solution. Ce que je souhaite, c'est de m'asseoir et trouver des solutions pour que la ville aille bien. Pour qu'il y ait une école primaire qui finisse par ouvrir à Percé au centre-ville. C'est pas normal qu'une ville n'ait pas son école primaire dans son centre-ville. Puis en ce moment, c'est ça qui se passe. On a des gens qui sont contre la mairie. Je vous mets au défi de vous présenter puis faire la job qu'ils font ces gens-là. N'importe quand me présenter, moi. Présente-toi. N'importe quand. Je vous propose. Ça va me faire plaisir, monsieur, de me présenter. Et là, c'est le fun, on a vraiment des exemples parfaits de gérants de salle, mais ça, c'est pas grave. Ils vont se présenter, ils vont faire leurs erreurs, puis on va être capable de voir. Moi, ce que je propose, quand on voit ces gens-là ici qui se donnent, tu sais, je peux comprendre qu'on peut les critiquer. Je peux comprendre. Tout le monde est critique, il n'y a personne de parfait. Mais essayons-nous, trouvons une solution. Travaillons ensemble de trouver pas des raisons, mais des solutions aux problèmes qu'on a parce qu'il y en a. Percé, on est assis sur un joyau pour on creuse à côté. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. C'est simplement ça mon commentaire. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La 86e saison de pêche au Poulamont sur la rivière Sainte-Anne tire à sa fin et Charles Laviolette de CJSR nous informe que pas moins de 100 000 pêcheurs se sont rendus sur les lieux et qu'ils ont capturé un minimum d'1 million de poulamons. C'est en 1939 qu'un épicier de Sainte-Anne-la-Pérade, en prélevant des blocs de glace sur la rivière, a constaté que des bancs de petits poissons peuplaient la Sainte-Anne en hiver. La pêche au poulamon était née. La pêche aux poissons des chenaux en est à sa 86e édition et sa popularité ne se dément pas. Encore cette année, la saison de pêche sur la glace qui tire à sa fin permettra à environ 100 000 pêcheurs de pêcher 1 million de poulamons. Nous avons rencontré Steve Massicotte, porte-parole de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne.
L'Association des pourvoyeurs, c'est 19 pourvoiries. C'est sur environ 2 km de rivière. C'est 340 chalets qui sont installés. Donc, c'est de la pêche qui se fait autant de jour que de nuit. Donc, c'est de 8 h le matin à 6 h le soir ou de 8 h le soir à 6 h le lendemain matin. Donc, les gens pêchent à l'intérieur des chalets de pêche. Donc, vraiment, il y a un petit poêle à bois, il y a les lignes de fournis, souvent divan, table et chaises. Donc, c'est très confortable. Beau temps, mauvais temps, donc les gens là, peuvent venir là, à la pêche chez nous puis profiter là, des activités qu'il y a sur la rivière. Nous, ici, ça a commencé en 1939. Donc, dans le fond, c'est un épicier qui est descendu sur la rivière pour prendre des blocs de glace et s'est aperçu qu'il y avait du poisson dans la rivière et ont commencé à pêcher. Les gens arrivaient par train, c'était les cabanes embarquées avec des chevaux. La glace, on la sciait avec des galandars, qui est des grandes scies à la main. Donc, par la suite, bien, là est arrivé les scies mécaniques. Donc, c'était plus facile de faire les trous dans la rivière, les tracteurs. Et en 1976, s'est créée l'Association des pourvoyeurs là, de la rivière Sainte-Anne. Et là, maintenant, on est rendu à notre 86e édition déjà. Et c'est une pêche qui, dans le passé, était très festive de nuit. Maintenant, c'est rendu très familial. Donc, c'est le jour, les samedis de jour, dimanche de jour, plein de familles, plein de jeux gonflables, pleure-tout. Les gens peuvent s'amuser, patiner. Donc, c'est pas juste de la pêche, mais c'est aussi là, des activités plein air. Ici, c'est notre date d'ouverture officielle du ministère de la Faune, c'est le 26 décembre. Donc, normalement, quand on a du froid, 26 décembre, on commence notre saison, puis ça se termine toujours vers la mi-fin février. Donc, cette année, malheureusement, avec la température, le 18 décembre, il est arrivé un coup d'eau. Donc, on a eu à peu près là, 100 mm de pluie totale, fait que la glace n'a pas pu résister. Donc, il a fallu repartir la saison. Donc, à partir du 15 janvier, là, on a recommencé et ça fait une courte saison cette année. Bien, depuis les 10 dernières années, dans le fond, là, c'est à peu près, là, on a eu peut-être 2-3 bonnes années où on a pu commencer le 26 décembre. Donc, il faut faire avec Dame Nature. Depuis les 10 dernières années, le réchauffement climatique, etc., donc c'est plus difficile. Mais il faut attendre du froid. Nous, dès qu'il y a des nuits à moins 15 et que la rivière gèle, on l'arrose, donc on épaissit notre couvert de glace. Quand on embarque dessus, un 12 pouces de glace, donc c'est sécuritaire. On fait les installations électriques, les chalets de pêche, puis après ça, bien là, les gens peuvent venir sur la rivière. Sur la rivière Sainte-Anne, c'est par centaines de millions de petits poissons des chenaux là, qui rentrent là, à partir à peu près du 10 décembre jusqu'à la fin février. Donc, puis dans ces centaines de millions de poules à mont, on en pêche environ dans l'hiver à peu près 1 million. On prône beaucoup la remise à l'eau pour préserver l'espèce. Et les plus gros spécimens, bien, les gens peuvent les garder puis les consommer, faire des recettes avec. La semaine passée, on a cuisiné, on a fait même des burgers de poules à mont. Fait que vraiment, il y a plein de choses à faire. On fournit un petit livre de recettes et un petit pamphlet comment arranger notre poisson. Dans une année normale, on va chercher 100 000 visiteurs. C'est des retombées économiques pour environ 6 millions pour la Mauricie. Donc, écoute, c'est des gens qui vont dormir ici, qui vont aller consommer dans les restaurants, qui vont bouger, qui vont faire bouger la municipalité. C'est beaucoup le 514-450, donc tout le secteur de Montréal et les environs. Sinon, on a beaucoup aussi de Québec, de Trois-Rivières, de la Mauricie aussi, c'est important. On a une clientèle aussi asiatique qui vient du quartier chinois de Montréal, qui vient aussi de Toronto. Donc, on a une belle clientèle russe aussi qui vient. Donc, pour nous, là, c'est vraiment, là, on a des gens de peu partout à travers le Québec, du Canada et on a une clientèle aussi internationale. Les gens adorent ça quand ils arrivent. Puis il y a plein d'activités. Plein d'activités sur la glace. Puis en fin de semaine, on avait un violoniste, on avait un guitariste. Il y a de l'ambiance toute la fin de semaine. Là, Roger, on va avoir de la visite. Moi, ça fait 75 ans, 76 ans que je pêche. J'ai commencé à pêcher, j'avais 5 ans. Puis là, j'en ai 81. Si tu mets des personnes qui ne s'occupent pas de leur ligne, là, qui ne changent pas leur foie, ben, tu vas rester avec très peu de poissons. Ça, c'est du foie de l'art. OK, merci. Bon, mais...
Puis il est grouillant. Voilà. Puis l'association demande, quand le poisson n'est pas blessé et puis qui est petit, il appelle ça la remise à l'eau. Alors, lui, je le retourne, il n'est pas blessé du tout. Oh, il est reparti. Bien, nous, dans le fond, écoute, c'est notre dernier week-end, donc on invite les gens. Il reste encore de la place le samedi et dimanche, donc les gens viennent la fin de semaine. Sinon, regarde, aujourd'hui et demain, là, jeudi, vendredi, il reste de la place aussi. Donc, vraiment, on veut finir ça en beauté. Il va faire froid, il va faire beau. Donc, les gens viennent voir ici à Saint-Anne-de-la-Pérade, qui visitent lespetitspoissons.ca pour avoir plus d'informations. Imaginez des porcs nourris au tourteau de noisettes, c'est ce que vous voyez à l'écran, et dont la viande est transformée en fine charcuterie, le tout dans une démarche respectueuse de l'environnement. C'est ce que réalisent 3 entreprises de la Naudière, nous rapporte Daniel Yvon de CTRB. C'est vraiment une vision nouvelle de ce qu'on propose au niveau de la mise en marché d'un produit agricole responsable du début à la fin. Donc, notre collaboration a été possible grâce à une vision en commun, une vision de rigueur, une vision d'authenticité et une vision d'excellence. Ça nous a fait réaliser que nous étions à mesure d'additionner nos efforts pour créer un projet encore plus grand que chacune de nos compétences. C'est là qu'un rêve est né. Au fil de nos diverses rencontres, on a développé une complicité et puis ça nous a permis vraiment de bâtir une relation solide. Et ça nous a amené à vouloir réaliser le rêve de produire des charcuteries qui rivalisent avec les meilleurs de ce monde. Tout simplement, ni plus ni moins. L'objectif est quand même très haut, mais on a tout en main pour pouvoir le faire. On a vraiment un terroir exceptionnel au Québec. Alors, il s'agit de mettre les efforts en commun pour atteindre cet objectif-là. On a planté des arbres il y a 16 ans. On a attendu, on récolte les noix. On travaille fort, autrement dit. On arrive à la fin, on les casse. Puis quand on les casse, surprise, ça fait beaucoup de poudre. Puis cette poudre-là, on ne pouvait pas la perdre. Ça représente peut-être 1/3 de ce qui est mangeable qui tombe sous forme de poudre quand on casse la noix. Donc, on avait énormément de pertes. Puis on s'est dit, bien, cette poudre-là, on peut essayer de faire de l'huile avec. Donc, recherche, on trouve un presse-huile. On arrive à faire de l'huile qu'on vend maintenant ici. Puis quand on fait l'huile sort, mais il reste ce qu'on appelle le tourteau. Bon, le tourteau, c'est le résidu de protéiné, très protéiné, mais sans lipides, parce qu'on a extrait les lipides, mais il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup de saveurs. Puis ce tourteau-là, on a fait des choses, on a fait des tests, par exemple de l'alcool, aromatisé, etc. Bon. Mais on en produit beaucoup plus que ce qu'on est capable de vendre sous forme, par exemple, d'aromates pour les alcools. Et là, le tourteau, la chance d'avoir dans la Naudière, à Saint-Cuthbert, des gens qui travaillent un porc d'une race exceptionnelle, qui sont ouverts d'ailleurs à ce partenariat-là, parce que c'est quand même à petite échelle. Donc, il faut avoir l'ouverture de dire, on va faire des tests, on va avancer, etc. Donc, on a fourni le tourteau, et voilà, c'était le début de l'histoire. Essayons de nourrir des porcs pour faire un peu comme le porc espagnol, ce qu'on appelle le pata negra ou le jambon de Serrano, qui s'appelle par exemple jamón de bellota. C'est un jambon nourri, un cochon nourri au gland de chêne. Mais le gland de chêne, c'est pas très bon en bouche. C'est comestible, mais le principe est vraiment, c'est le gras de la noix qui se transmet. Mais actuellement, en travaillant avec le tourteau de noix et de noisettes, les saveurs qui sortent de ça sont vraiment exceptionnelles. Donc, on a espoir vraiment d'aller chercher ces effluves-là, de les reconnaître dans la viande. Donc, nous, à la ferme Beauvais, on se spécialise dans l'élevage à l'ancienne. Et le porc, c'est le porc Berkshire qui a retenu vraiment toute notre attention. Donc, vraiment, on se trouve avec un porc d'une qualité exceptionnelle. Et puis, on fait l'élevage à l'ancienne. Ce porc-là est naturellement résistant. Ça nous permet de l'élever en plein air, sans hormones, sans antibiotiques, sans vaccins et sans médicaments. Dans le fond, la viande que ça produit est vraiment exceptionnelle aussi, très persillée, très juteuse, très savoureuse. Fait que c'est avec beaucoup d'excitation et un petit peu de crainte qu'on a introduit le tourteau. Donc, on a fait faire une analyse laboratoire assez poussée pour savoir les composantes puis essayer d'évaluer la digestibilité au niveau des porcs. Et puis, en consultant un nutritionniste à quelques reprises aussi, on a intégré ça dans notre ration de moulée, qui était déjà faite sur mesure avec uniquement des céréales et un peu de minéraux.
Donc, le but, c'était vraiment de leur offrir le mieux qu'on était capable. Et puis, avec le tourteau, là, ça n'a pas été long que les porcs ont eu vraiment un intérêt marqué. Maintenant, quand on nourrit les porcs, on leur lance des céréales, le mélange déjà préparé, puis ils en mangent un peu, mais ils attendent. Ils disent « Envoie-moi le bon stock, là! » Et puis, quand on lance le tourteau, là, ils se garochent dessus. Et puis, c'est un animal qui est très, très bien adapté pour ça. Comme vous pouvez le constater, le tourteau, c'est très, très dur. Ça sent très bon. Moi, j'en ai essayé d'en manger un peu, mais c'est trop dur. Là, on risque de se blesser les dents. Mais les porcs ont une dentition extrêmement résistante. Donc, eux, ils mangent ça comme des petits chewing-gums. C'est bien beau avoir le meilleur porc au monde, mais si on ne réussit pas à le transformer à sa juste valeur, le résultat reste pas égal à nos attentes. Et on connaissait Yannick Barrette, ici présent, et à notre avis, il fait les meilleures soumissions de la région. Alors, on a approché Yannick pour demander s'il voulait collaborer à ce projet-là. Puis, je vais le laisser vous parler un petit peu du procédé de transformation. Bien, c'est ça. Moi, en fait, de par mon enseignement, mon mentor, c'est un Lyonnais. J'ai travaillé qu'avec des Européens, une Bretonne, un Belge, deux Toulousains. Mon parcours, vraiment, est ce que la charcuterie doit être, artisanale. On ne travaille aucunement avec des bases industrielles. C'est de travailler avec des produits d'artisans lanaudois et québécois, des produits, que ce soit les fromages, les bières. Je travaille déjà avec un beau porc. On travaille avec... Moi, personnellement, mes produits, je travaille avec le porc de chez Cochon Sans Façon, qui est un très beau porc, mais qui est un porc qui est élevé à l'intérieur. Puis là aujourd'hui, là, c'est de travailler avec un Berkshire, avec un taux de gras quand même plus important, puis transmetteur de saveur, très fondant, avec une alimentation propre à ce cochon-là, de retrouver l'odeur que vous avez sentie sur le tourteau à la première bouchée de façon très naturelle, là, sans rajout rien. Pour moi, c'est franchement intéressant. Puis quand ils m'ont approché, c'était sûr, certain que je voulais participer à ça. Fait que si on est capable, puis je pense qu'on est capable de le faire, c'est de prendre cette viande de qualité-là et de reproduire un peu ce qui se fait en Espagne avec la pata negra. On est absolument capable de faire ça. Je travaille uniquement avec des produits, poudre de jus de céleri, aucun nitrite, sel de mer, sucre de canne. On laisse vraiment la vedette. La vedette, c'est la viande dans ce cas-ci. On va probablement y aller très, très simplement, sans rajout inutile. On veut laisser parler la viande par elle-même. Je pense qu'avec un porc, de manière très consciencieuse, comment il s'occupe de l'élevage de ces cochons, avec le tourtenois puis mon savoir-faire, je pense qu'on va vous proposer des trucs franchement à la hauteur de ce qu'on trouve en Europe, là. Chantal Bédard de CSUR.TV s'est rendue à l'école secondaire Soulanges pour échanger avec les étudiants sur les métiers du futur dans un contexte de développement de l'intelligence artificielle. Le 13 mars dernier, l'organisme Héros de chez nous s'est déplacé à l'école secondaire Soulanges afin de démystifier ce qu'est l'intelligence artificielle et les métiers du futur qui en découlent. L'équipe de C'est sur la télé était présente. Nous, on est là pour parler de concepts technologiques, de présenter aussi le monde de demain, comment il sera fait, parler aussi de choses comme l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette technologie est omniprésente dans notre monde, mais personne n'a vraiment d'informations sur tout ça. Expliquez-moi en quelques mots, c'est quoi l'intelligence artificielle, le IA? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça va être vraiment une machine qui a pour but d'imiter le fonctionnement du cerveau humain. Donc on va essayer de remplacer des capacités humaines par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la conférence? Je dirais tout ce qu'il y a d'effet sur l'intelligence artificielle. Là, je pense pas qu'on était rendu là. C'est plus surprenant qu'on en a vraiment beaucoup dans la vie de tous les jours puis on savait pas vraiment. Je vais peut-être être remplacé par un robot. Est-ce que ça vous fait peur un peu cette situation-là? Qu'est-ce que ça vous crée comme sentiment? Je pense pas que ça pourrait arriver parce qu'honnêtement, les humains peuvent pas être remplacés par ça, là. Ils ont des émotions, puis c'est assez complexe leur tâche. Ça fait peur un peu, là. Je veux dire, moi, personnellement, je trouve qu'on perd le lien humain entre les entreprises, puis comme ça, là. Qu'est-ce qui manque dans l'intelligence artificielle?
Des émotions. Parce que sinon, c'est ça, des émotions. Ouais. Est-ce que la conférence devrait s'étendre à plus que les jeunes des écoles? Est-ce que ça devrait aussi être offert à la population, aux adultes de la région? Probablement, parce qu'on se rend compte au final qu'on est tous acteurs de ce monde-là dans lequel on vit tous ensemble. Donc voilà, on privilégie pour l'instant de travailler auprès des enfants parce que c'est eux qui vont organiser notre monde de demain. La fondatrice de votre organisme a cité une phrase très importante. Est-ce que vous pouvez me la répéter puis me l'expliquer? Aujourd'hui, Ravi, elle nous dira que notre mission fondatrice, c'est de transformer tous les utilisateurs en développeurs. Le but de cette phrase-là, c'est vraiment de faire de tous ces jeunes des acteurs de cette nouvelle technologie qui ne la subissent pas mais qui travaillent avec elle plutôt pour les aider dans leur avenir. Voilà. Sylvana Suarez de la Télévision de l'Érable nous présente une initiative originale qui s'intitule « Le français sur les planches » et qui invite les jeunes à participer à une pièce de théâtre. Bonjour, Monsieur Yvonne, et bienvenue. Merci, ça me fait plaisir. Pourquoi est-ce que vous êtes ici à Placeysville aujourd'hui? En fait, nous, on reçoit régulièrement des mandats du gouvernement, du gouvernement du Québec principalement, pour réaliser des projets avec les jeunes dans les écoles ou dans les municipalités. C'est ça, on a un projet qui a un lien avec le théâtre dans le but de valoriser le français auprès des jeunes, mais aussi auprès des nouveaux arrivants qui viennent de s'établir dans la région. D'accord, vous êtes le directeur général des productions Jeunes Camions. Quelle est la mission de cette organisation? C'est d'utiliser la vidéo ou bien le théâtre pour pouvoir aborder des sujets variés qui concernent les jeunes principalement. Droits, obligations, responsabilités des jeunes. Il y a aussi la sécurité sur la route, le théâtre, la valorisation du français, l'importance de bien s'exprimer, s'intégrer en tant que citoyen. Donc, le racisme aussi, contrer le racisme, contrer la violence, c'est des thèmes qu'on aborde à travers nos différentes activités. Monsieur Yvonne, et pour vous, quelles sont les principales sources de distraction des jeunes, justement par rapport à la langue française? Bien, des distractions, c'est certain que quand on fait de la promotion, disons, d'une émission de télévision, les jeunes, c'est ça, je pense, sont influencés beaucoup par les émissions américaines. Les tendances, ils vont suivre justement la mode américaine. C'est ça, quand je m'exprime comme ça, je mets pas tout le monde dans le même bateau, mais je vous donne un exemple. J'étais en train de réaliser au début de l'année dans une école un projet en théâtre. Puis c'était principalement des jeunes qui viennent de l'extérieur. Ils parlent français, c'est des francophones, sauf qu'ils ne connaissent pas du tout la culture québécoise. Ils ne connaissent pas du tout les films, les émissions du Québec. Donc, mais ils connaissent très bien les acteurs anglophones, les émissions anglophones, les séries qu'ils écoutent, qui suivent sur Netflix ou sur Prime. Tout est en anglais. Donc, c'est certain que ça, c'est très fort. Il y a beaucoup de travail à faire, je pense, pour valoriser la culture du Québec auprès des jeunes. Et comment est-ce que le théâtre peut aider justement à préserver le français social? Oui. D'abord, le texte des pièces de théâtre, c'est écrit en français. Ceux qui ont participé à la création des textes, c'est des élèves qui sont en théâtre. C'est ça, ils se sont prêtés au jeu d'écrire la pièce de théâtre, mais en ayant une richesse de mots et de vocabulaire dans les différentes pièces de théâtre. Et quelles sont toutes les possibilités qu'il y a pour que le projet fonctionne? Comme il est né et aussi comment il se transforme dans le temps. Donc, qu'est-ce qui est toujours possible, c'est de monter de toute pièce, une pièce de théâtre sur scène, sur les planches. Donc, de là l'idée, le théâtre sur les planches. Donc, le français sur les planches, c'est ça par rapport au théâtre, effectivement. Donc, télécharger une des 4 pièces de théâtre, distribuer, c'est ça, les rôles à travers, c'est ça, les élèves dans une école ou des jeunes dans une municipalité, trouver justement les accessoires, les costumes, le visuel, le décor et monter la pièce de théâtre sur scène. Ça serait notre idée principale, idéale, qui serait, c'est ça, un plus, évidemment. Mais pour ceux qui veulent
que le projet fonctionne, mais qui trouvent ça trop ambitieux de monter une pièce de théâtre, on propose justement un plan B, une solution pour inclure le plus de jeunes dans le projet à travers le projet de la distribution des capsules, pas des capsules, mais des répliques finalement à chacun des jeunes pour réaliser des petites capsules vidéo, effectivement. Ouais. Mais Yvonne, vous avez fait une invitation pour les jeunes au Québec, justement à propos de la langue française. Je vous invite à voir les capsules vidéo et après, vous pouvez nous expliquer un peu sur ça. Excellent. D'accord. On a pensé à un super concept. C'est vraiment pas compliqué. Tu prends ton téléphone, tu demandes à un ami de te filmer, et puis tu donnes vie à ta réplique. Amuse-toi, tu peux faire 2-3 versions de ta réplique, puis de toute façon, on va faire une sélection après ça. On a hâte de voir les résultats. C'est très simple. Vous avez jusqu'au 1er avril pour nous partager votre réplique. C'est très facile de participer. Pour avoir toutes les informations, allez au site qui apparaît au bas de l'écran. À toi, Joe. On a regardé déjà la capsule vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'on veut que les jeunes gardent en tête, c'est que c'est simple à faire. Donc, nous, on va attribuer une réplique. Il y en a peut-être 5000 répliques à travers les 4 pièces de théâtre, principalement dans les classes de français, secondaire 1 à 5. Il y a même des classes en 6e année. Donc, l'idée, écrivez-nous. On va vous envoyer une réplique. Puis, comme c'est expliqué dans la capsule vidéo, demande à un ami où tu peux mettre le téléphone sur, c'est ça, un genre de petit trépied ou sur une tablette et tu te filmes pour qu'on puisse te voir en train de donner vie à ta réplique, mais essaie de donner le plus d'expression possible. Donner vie à une réplique, finalement, c'est donner une bonne intention, tout ça, à la réplique. C'est ça qu'on va vous attribuer. Puis, le montage vidéo va se faire pendant tout le mois d'avril. Donc, la date limite, c'est le 1er avril pour nous acheminer par courriel, c'est ça, justement, votre capsule vidéo filmée. Donc, zéro stress, ça s'adresse aux élèves qui sont en 6e année, puis aussi de secondaire 1 à 5. Et est-ce que l'invitation que vous faites dans la capsule vidéo est aussi pour les jeunes de la MRC de l'érable? Oui, c'est tous les jeunes de partout au Québec. Puis si, disons, il y a des personnalités locales qui veulent participer au projet, on est ouvert. Ça peut être des entrepreneurs aussi parce que, bon, on cible surtout les jeunes, mais s'il y a des entrepreneurs locaux qui veulent jouer le jeu, donner vie à une réplique, on les invite aussi. Une participation collective. C'est sûr qu'avant tout, c'est les jeunes à qui on s'adresse, mais évidemment, la MRC de l'érable, vous êtes les bienvenus, évidemment. Il n'y a pas alors un âge ciblé, non? Bien, on cible les 12 à, disons, à 17 ans. Mais c'est certain qu'on ne dira pas non à un entrepreneur qui veut s'amuser à donner vie à une réplique, parce qu'on en a comme 5000 à peu près répliques à distribuer. Donc, on espère que chacun va en tout cas, qu'on va réussir à rejoindre nos objectifs. Là. Donc, voilà. Et est-ce que les élèves qui veulent participer doivent avoir leur appui de l'école où ils étudient? Bien, idéalement, oui, mais sinon, ils peuvent le faire de façon autonome sans le mentionner à l'école. Ils peuvent le faire de façon autonome, il n'y a aucun problème. Mais vous avez cherché des subventions, des fonds pour faire les projets? Ah, le fonds qui nous supporte, c'est un fonds qui provient du gouvernement du Québec, donc dans le but de valoriser justement le français auprès des jeunes. Voilà. Mais c'est bon, pour terminer, est-ce que vous pouvez donner un message à la population de la MRC de l'érable pour inviter les gens à participer? Je veux que les gens retiennent que c'est une activité qui est simple, c'est gratuit. Puis le site web, c'est le www.jaunecamion.com. Donc, il faut suivre le lien du projet Le français sur les planches. Ils peuvent cliquer directement sur la fiche puis avoir accès directement au lien aussi du projet sur le site web, évidemment. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, puis je rappelle que c'est le 1er avril, la date limite, idéalement, pour nous envoyer votre petite capsule vidéo. Donc, voilà. Monsieur Yvon, merci beaucoup pour être ici et pour toute l'information. Ça me fait plaisir. À Bonaventure, Valérie Pinault de Télévague a rencontré un jeune joueur de soccer, le sympathique Félix Audet,
qui a réalisé un rêve en participant à un camp organisé par la fondation du club Real Madrid. Ton aventure a commencé quand tu as vu que tu pouvais t'inscrire à un camp du Real Madrid à Québec qui était organisé par la fondation du Real Madrid. Comment ça s'est passé, ce camp-là? C'était super le fun. J'ai appris plein d'affaires. J'ai vu plein de monde que je connaissais pas. J'ai ajouté plein de monde sur Snapchat et tout ça. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé mon coach parce que même s'il parlait juste anglais, il était vraiment comme de mon style, puis il m'encourageait. Le World Challenge, en fait, le camp de soccer de la Fondation Real Madrid, c'est un camp que le club du Real Madrid tient dans plusieurs pays au monde, environ une quinzaine de pays. Puis, dans chaque pays où ils tiennent des camps, ils sélectionnent des joueurs pour participer au World Challenge, qui est un tournoi avec des équipes de chacun de ces pays-là, où il y a des camps du Real Madrid. Quel âge tu as commencé à jouer au soccer? J'ai commencé à jouer au soccer à 4 ans. Sauf que à 4 ans, je trouvais comme... J'aimais ça, sauf que... C'est niaiseux, là, mais j'ai arrêté 1 an parce que j'aimais pas ça mettre mes pads en dessous de mes bas. J'aimais pas ça, j'y mettais par-dessus parce que je disais là, mes pads sont belles, pourquoi je les mettrais pas au-dessus, tu sais? Fait que là, j'ai arrêté 1 an, puis j'ai recommencé 8. Le coach a eu des très, très bons mots pour Félix. C'était quand même assez émouvant pour moi puis Geneviève, ma conjointe. Parce que, c'est ça, ils ont fait 10 camps au Canada, de la Colombie-Britannique jusqu'au Québec. Puis, le coach nous a dit qu'au niveau pas seulement au niveau du talent, mais disons dans le package global, que Félix avait été son meilleur élève, si on veut, de tous les camps qu'il y avait eu au Canada. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'attitude, au niveau... oui, il y avait le talent, mais il y avait aussi beaucoup... les critères de sélection étaient aussi en fonction de l'attitude, le sérieux, la passion. Il disait que c'était un très bon coéquipier, puis que, ouais, c'est ça, il était toujours à l'écoute, toujours focus pour faire les tâches, ou pas les tâches, mais les exercices. Fait que, ouais, ça a été des très, très beaux commentaires. Quand j'ai su que j'étais pris, j'étais vraiment content. Sauf que, un peu après, on a checké, puis ça revenait, je pense, à 7000 quelque chose US. Puis ça, c'est comme 10 000 $ canadiens. On a parti à la campagne de GoFundMe, puis on est déjà rendu à 10 000. On a déjà tout l'argent. Tu pratiques-tu souvent à la maison? Oui, beaucoup. Je pratique pas mal tous les jours. Là, un peu moins parce que, tu sais, il y avait la patinoire qu'on vient de faire. Puis, tu sais, il commence à faire fret, puis il neige, puis il mouille plus, puis tout ça. Mais l'été, je pratique pratiquement tous les jours. Puis je regarde souvent des vidéos de joueurs de soccer, puis pour les skills. Mon idole, c'est Ronaldo, donc je regarde tout ça, je pratique. Puis après ça, quand j'arrive dans les matchs, j'essaie de les faire. J'ai starté un comité soccer. En fait, c'est mon prof qui me l'a proposé. Puis moi, j'ai dit, c'est sûr. Puis là, on a pris 4-5 de mes chums. Ce qu'on faisait, c'est que tous les vendredis après-midi, dernière période, on passait dans les classes. Puis on prenait chaque inscription de soccer. Qui veut jouer au soccer dans la classe de Mme José? Qui veut jouer au soccer dans la classe de Mme Agathe? Ça. Ainsi de suite, dans toutes les classes de 6e à première année. Puis on faisait des équipes avec un horaire de terrain qui changeait à toutes les récrés. T'aurais-tu un message pour les autres jeunes qui ont une passion comme toi pour un sport? Ah oui. Comme, hésitez pas, puis même si vous n'êtes pas bon, jouez. Parce que moi, au début, j'étais pas bon. J'avais tout le temps les cheveux d'en face, puis je faisais jamais de but. Sauf que j'aimais ça pareil, puis je me pratiquais, puis je suis devenu plus bon, puis hésitez pas. Disez-vous pas, ouais, mais lui, ça se peut qu'il me pousse, je suis plus petit. Puis, tu sais, je suis un des plus petits de ma gang d'amis, puis, tu sais, je suis un des meilleurs aussi, là, tu sais. Puis, regarde, Lionel Messi, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Puis, il a 8 ballons d'or, mais il est grand comme mon père, il est comme 1,60 m, là, tu sais. Fait la taille, ça compte pas. C'est pas besoin d'être un gros bif de football pour jouer au soccer. Puis tant que vous aimez ça, jouez puis essayez. Merci, Félix. De rien. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les télévisions communautaires ayant participé à sa réalisation et je vous dis à la prochaine.